Imaginez un monde dans lequel les choses peuvent être à plusieurs endroits à la fois, où pour vous rendre quelque part, vous pouvez passer par plusieurs chemins en même temps. Un monde où deux particules séparées de plusieurs milliers de kilomètres pourraient s'influencer instantanément, et dans lequel un mur n'en serait pas un. Eh bien, cette réalité-là existe déjà, et il est même possible d'y faire tout ça à jeun. Vous l'aurez compris, aujourd'hui l'on va plonger dans les étranges propriétés de la matière, à l'échelle de l'infiniment petit, s'intéresser aux bizarreries de la physique quantique. Dans cet épisode un peu décousu, je vais essayer de vous résumer, sans maths et avec des images, les plus grandes découvertes que l'on ait fait sur la nature de la réalité à l'échelle microscopique. Une nature qui, vous le verrez, peut être déboussolante. La première de ces grandes découvertes est qu'à l'échelle nanométrique, le comportement des éléments qu'on y trouve est extrêmement différent de ceux du monde qui nous entoure et que l'on dit classiques. Car des objets quantiques tels qu'un électron, un photon ou un neutron peuvent à la fois se comporter comme une onde et comme une particule. Prenez un objet dit classique, par exemple un téléphone, et balancez-le en direction d'un mur ayant deux fentes. Vous n'aurez à chaque lancer qu'une possibilité. Ou bien il passe au travers de l'une d'entre elles, ou bien il s'écrase sur le mur et rebondit. Et à chaque fois, si vous avez filmé l'expérience, vous savez précisément où il était et ce qui lui est arrivé. Bon, il est cassé quoi. Mais pour les particules subatomiques, les choses sont différentes. Lorsqu'elles se déplacent, l'on s'est rendu compte qu'elles peuvent emprunter en même temps tous les chemins possibles. Et c'est seulement quand on tente de mesurer où une particule est que celle-ci se réduit comme soudainement en un point. Dit autrement, à l'échelle de réalité nanométrique, les objets quantiques peuvent occuper plusieurs positions à la fois, passer par plusieurs chemins en même temps. Comme le montre cette simulation informatique de la fonction d'onde, d'une seule et unique particule envoyée en direction de deux fentes. On peut voir qu'une partie de cette onde est réfléchie quand l'autre traverse les fentes et continue son chemin de l'autre côté. Ce que l'on a représenté ici, c'est en quelque sorte l'ensemble des régions, dans lesquelles la particule que l'on a lancée en direction des deux fentes peut se retrouver avant que l'on tente de l'observer. Ainsi, à l'échelle quantique, une particule, quelque chose que l'on a coutume de se représenter comme ayant une consistance matérielle, une position bien précise, doit être décrite sous la forme d'une onde de probabilité de présence. Je vous avais déjà longuement parlé dans une vidéo précédente de l'une des plus fascinantes expériences de la physique qui permet de le montrer. Si vous voulez vous rafraîchir les idées, c'est par là. Et si vous trouvez ce dont on vient de parler bizarre, attendez de voir le principe de superposition d'états. Reprenons notre téléphone. Si vous le lancez et vous amusez à étudier son mouvement, vous pouvez savoir à n'importe quel instant à quelle vitesse il se déplace par rapport à vous. J'enfonce là une porte ouverte. Cet objet n'a qu'une seule vitesse dans l'espace par rapport à moi, par rapport à vous. Mais maintenant, imaginons que nous puissions nous réduire aux échelles d'un électron. Alors tout cela volerait en éclats. Car au niveau quantique, une particule, et donc nous l'avons vu, une onde, peut être dans plusieurs états à la fois. Des états que l'on dit superposés. Pour le dire autrement, un électron par exemple peut se trouver à la fois ici et là, avoir en même temps plusieurs vitesses, plusieurs niveaux d'énergie. Et ce n'est pas qu'on ne sait pas quel est son état tant qu'on n'a pas tenté de le mesurer, c'est qu'il peut littéralement en avoir plusieurs à la fois. Et quand on cherche à connaître la valeur de ces états superposés, alors on force en quelque sorte la particule à choisir parmi ces possibles. Ainsi, aussi bizarre que cela puisse paraître, un électron peut être dans un état excité et au repos en même temps. Et ce n'est qu'au moment de la mesure que cet état superposé va devoir se décider, prendre position. C'est un peu comme si vous jouez de la trompette à la fois en sol et en do, mais que l'unique note finalement que vous entendez ne se décide qu'au dernier moment, en arrivant à vos tympans. Et ce qui est peut-être encore plus fou dans tout ça, c'est que le résultat que l'on va trouver, la valeur de sa vitesse, l'endroit où la particule va se révéler être, est en partie déterminé par le hasard. Ce hasard-là n'est pas le fruit pourri d'une ignorance. Il est intrinsèque à ce qu'on observe. Il fait partie intégrante de la réalité, à l'échelle microscopique. Une réalité que l'on dit indéterminée, car il n'y a aucun moyen de savoir à l'avance où l'électron par exemple va se manifester. Quel sera le résultat de la mesure? Mais attention, cela ne veut pas pour autant dire que les valeurs trouvées pourront donner tout et n'importe quoi, car ce hasard ne décide pas n'importe comment. Il est régi par des probabilités contraintes, à la manière d'un dé
comme légèrement pipées par avance, fortement instables et possédant des faces beaucoup plus petites que d'autres, des résultats interdits. Si par exemple une particule est dans deux états superposés à la fois, que sa vitesse est disons de 1000 km par seconde, mais aussi de 3000, eh bien si vous tentez d'en connaître la valeur, à aucun moment vous ne tomberez par exemple sur la moyenne des deux, car sa vitesse ne peut intrinsèquement pas être de 2000 km par seconde. En fait, tout se passe comme si, à chaque fois que l'on cherche à mesurer la vitesse d'un électron par exemple, celui-ci sortait sa carte de fonction d'onde, lui disant quelle est sa valeur, lançait son dépipé qui a plus de chances de tomber ici que là, et qu'en fonction du résultat, il apparaisse ici ou là. Ce qui nous amène à un autre aspect très étrange du monde quantique, à savoir qu'à ces échelles, les choses peuvent être quantifiées. En fait, bien que le monde quantique puisse sembler fou, tout n'y est pas permis. Il est même dans un sens extrêmement contraint, car certaines valeurs sont intrinsèquement impossibles à posséder. C'est pourquoi on dit qu'à ce niveau de réalité, les choses sont quantifiées, c'est-à-dire qu'une fonction d'onde ne peut adopter que certaines formes ou valeurs, qu'un électron par exemple ne peut posséder que des vitesses, des niveaux d'énergie distincts, est extrêmement précis. Un peu comme un instrument de musique ne pouvant intrinsèquement que vibrer de certaines façons, n'étant autorisé par ses caractéristiques qu'à jouer certaines notes, car les intermédiaires lui seraient interdits, par des lois impossibles à contourner, celles de la nature. Bref, la quantique nous plonge dans un univers discontinu, un univers de valeurs en marche d'escalier dans lesquelles les particules ne peuvent passer que brutalement d'une forme d'onde, d'un niveau d'énergie, d'une vitesse à l'autre, sans entre-deux possible. Et l'on est bien obligé d'admettre qu'il y a quelque chose de profondément troublant. C'est un peu comme si nous ne pouvions, dans notre vie de tous les jours, qu'utiliser seulement et exclusivement quelques volumes et rien d'autre. Comme si on ne pouvait boire qu'un petit verre, une bouteille entière, mais aucun volume intermédiaire. Qu'il ne nous était possible de nous déplacer qu'à certaines vitesses, sans aucun intermédiaire possible. Que l'on pouvait rouler à 20 km/h, mais que si nous nous mettions à accélérer, à monter dans les tours, il ne se passerait rien, jusqu'à ce que tout d'un coup, on se retrouve là, à 150. Cette bizarrerie-là, au niveau microscopique, c'est la norme. Et pour revenir à l'exemple de notre particule superposée se déplaçant à 1000 et 3000 km par seconde en même temps, si vous pouviez reproduire des milliers de fois la même mesure dans des conditions identiques, alors vous pourriez commencer à voir apparaître des proportions pour ces niveaux d'énergie, pour ces vitesses. Elles pourraient être du genre 50% de chance de tomber sur une valeur ou une autre, comme du 90-10, du 25-75 ou n'importe quoi d'autre. Bref, vous avez l'idée. Au niveau quantique, les particules peuvent être dans une superposition d'états dont les valeurs sont quantifiées. Et là vous vous demandez peut-être pourquoi les choses à l'échelle macroscopique n'ont manifestement pas ce genre d'états superposés, alors que nous sommes constitués d'un amoncellement de particules quantiques, qui toutes prises individuellement ont bien ce type de comportement. Eh bien la réponse tient justement dans le fait qu'autour de nous, quand nous, contrairement aux conditions de laboratoire, les particules subatomiques sont en interaction constante les unes avec les autres. Ainsi, dans notre environnement, dès qu'un objet quantique se retrouve superposé dans deux états, il est comme contraint, par toutes ces interactions continues, de choisir dans un laps de temps extrêmement court lequel il a. Le mien étant actuellement celui d'une superposition d'incrédule ébriété. Ce temps, dit de décohérence, et qui se fait plus court à mesure que l'objet étudié est grand et baigné dans un environnement riche en lumière et en matière, rend chaque superposition d'états terriblement fragile. Pour vous faire une idée de la fugacité du phénomène, une molécule complexe, dans l'air qui nous entoure, voit cette superposition d'états disparaître en 10-30 secondes. La même molécule, dans un vide quasi parfait de laboratoire mais en présence de lumière, va pouvoir le maintenir 10-13 secondes. Et on pense que dans le vide intergalactique, entre les étoiles, celle-ci devrait pouvoir le garder, théoriquement, pendant 32 000 ans. Vous trouvez cela déstabilisant? Attendez de découvrir le principe d'incertitude de Heisenberg. Prenons de nouveau notre téléphone et jetons-le en l'air. Si vous en connaissez la masse et les conditions de lancer initiales, vous devriez sans trop de soucis être capable de connaître sa vitesse de chute et sa position finale. En fait, même sans aller plus loin, on peut dire que sans avoir besoin d'être un génie, si vous ne l'avez pas perdu de vue, vous savez même précisément où il est. Dit autrement, dans le monde classique, à un instant donné, tout objet se trouve à un emplacement précis. Mais pour un objet quantique, tout ceci n'est pas vrai. À cette échelle de réalité, l'on a découvert qu'il est littéralement impossible de connaître, avec précision, à la fois la position et la vitesse d'une particule.
et ce, quel que soit votre outil de mesure. Dans le monde quantique, la nature d'une chose à un instant t est toujours en partie, intrinsèquement, insaisissable. Pour le dire encore autrement, si la position ou la vitesse d'une particule peut être parfaitement connue, c'est toujours au détriment de l'autre paramètre. Et plus vous êtes précis sur une valeur, et moins vous l'êtes sur l'autre, et réciproquement. En imaginant que mon téléphone soit quantique, c'est un peu comme si, en étudiant son lancer, je pouvais en dire « Ok, je l'ai balancé à 22 km/h, mais je ne sais absolument pas dans quelle direction. Il peut bien se trouver à peu près n'importe où, autour de moi. » Ou alors, en le localisant, en sachant qu'il est actuellement précisément là, je perds toute précision sur sa vitesse, qui peut tout aussi bien être au moment où j'ai mesuré sa position, de 0 comme d'1 million de km/h. Le principe d'incertitude d'Heisenberg nous dit qu'à mesure que notre connaissance d'une propriété augmente, notre ignorance de l'autre fait de même, condamnée à toujours être un peu dans le flou, à ne voir nettement qu'un seul aspect de la réalité en même temps. Ce principe d'incertitude nous impose une limite sur ce qu'il est possible de savoir à un instant t aux échelles nanométriques. Si vous localisez précisément sa position, sa vitesse se met à comme fluctuer. Et à l'inverse, si vous connaissez avec précision sa vitesse, c'est la position qui devient dès lors indéterminée. Imaginez si dans notre monde macroscopique, en cherchant à mesurer finement la position d'un objet, sa vitesse devienne mal déterminée, et inversement. Mesdames et messieurs, nous survolons actuellement Paris, mais je suis bien incapable de vous dire si notre vitesse au sol est de 10 fois celle du son, ou si, trop lent, nous sommes actuellement en chute libre. Ah, je peux maintenant vous donner notre vitesse précise. Nous allons à 900 km/h, mais nous sommes désormais quelque part, n'importe où, au-dessus de l'Europe. Bref, ce principe nous dit qu'on ne peut pas tout savoir à la fois, qu'il nous faut à chaque mesure faire un choix sur ce que l'on veut connaître. Ce truc est tellement bizarre, à vous donner un mal de crâne très léger. Je ne ressens presque rien, mais c'est tellement précis, c'est tellement localisé là, et tel un trou béant, c'est un prétexte tout trouvé pour aborder le troublant effet tunnel. Reprenons notre téléphone et balançons-le de nouveau contre le mur. Je suis vraiment désolé. Je pense qu'on peut s'accorder que même en renouvelant l'expérience des centaines, des milliers, des milliards de fois, le résultat sera toujours le même. À aucun moment, il ne le traversera. Mais une particule quantique, elle, peut parfois traverser des obstacles a priori infranchissables, tels des murs, comme si un tunnel invisible s'ouvrait et lui donnait accès à l'autre côté. Ce bon gros morceau d'étrangeté tire une partie de son explication dans le fait qu'à ces échelles, les particules sont aussi des ondes de probabilité qui, si elles disposent de beaucoup d'énergie, vont, en rencontrant une paroi, certes en grande partie rebondir, mais aussi pour une infime portion, s'enfoncer dans le mur, voir si celui-ci n'est pas trop épais, le traverser. À l'image d'une onde sonore produite par votre voisin jouant du grindcore et qui, en rentrant en contact avec votre mur en papier crépon, est capable de se retrouver de l'autre côté. J'ouvre une parenthèse. Le fait qu'une infime partie de cette onde de probabilité traverse le mur ne signifie pas nécessairement que la particule va le traverser, mais que sous sa forme de fonction d'onde, elle est des deux côtés du mur à la fois, et donc qu'il existe de nombreuses possibilités pour que la particule apparaisse de l'autre côté du mur, si l'on tente de savoir où elle est. Un peu comme si par miracle, un infime tunnel s'était ouvert. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, sans l'existence de cet effet tunnel, ces sortes de sauts dans l'espace à petites échelles, nous ne serions pas là. Car si au-dessus de nos têtes les étoiles sont capables de briller en fusionnant les éléments, c'est que la barrière électrique a priori infranchissable qui tend à repousser les noyaux des atomes quand ils se rapprochent peut être dépassée, grâce à cet effet qui permet à la fois d'y entrer et d'en sortir. C'est également cet effet qui permet de comprendre comment un noyau atomique devenu instable peut se désintégrer en émettant des particules de haute énergie. En effet, pour s'extirper de la puissante force nucléaire, dite forte, qui maintient ensemble les protons et les neutrons du noyau atomique, il faut que ces derniers soient capables, lorsqu'ils sont extrêmement agités, de pouvoir exceptionnellement s'évader de leur prison. Et là encore, pour s'échapper, pour s'affranchir de l'emprise du noyau, ils passent par l'effet tunnel. On appelle ce phénomène la radioactivité.
C'est d'ailleurs en mettant à profit cette capacité à franchir de grandes distances à l'échelle nanométrique, et qu'on retrouve aussi chez les électrons, que l'on a pu mettre au point les microscopes à effet tunnel, dont le principe repose sur une pointe métallique placée sous vide, et que l'on approche suffisamment près d'atomes, dont les électrons, grâce à cet effet, peuvent exceptionnellement venir titiller la pointe du microscope. Et vu que la probabilité de voir un électron sauter en direction de cette pointe est extrêmement faible et diminue drastiquement à mesure que l'on s'éloigne de l'atome, en suivant une loi bien connue, alors on est capable, à partir de l'étude de ces sauts, de reconstituer la topographie de surface de matériaux à l'échelle nanométrique, de découvrir là où les atomes sont et les zones de vide les séparant. Ondulante et particulière en même temps, superposée, quantifiée et intrinsèquement incertaine. Autant de propriétés qui peuvent sembler aberrantes et qui sont pourtant nécessaires pour arriver à franchir, par la seule force de la pensée, ce qui nous sépare de cette réalité qui échappe à nos intuitions premières. Aussi étranges qu'ils soient, ces comportements déroutants de la matière aux échelles nanométriques sont parfaitement décrits par les théories dont on dispose et vérifiés en pratique par l'expérience. La quantique n'est pas une vue de l'esprit. Elle se retrouve partout, nous a donné la totalité de l'informatique d'aujourd'hui et sûrement de demain, comme de délicieux mal au crâne. C'est en mettant à profit l'étrange comportement ondulatoire des électrons que nous avons appris à les utiliser dans les microscopes électroniques, comme on le ferait avec de la lumière pour éclairer des objets, et ainsi dépasser les limites de grossissement optique. C'est notre capacité à jouer avec leur palier d'énergie qui nous a permis d'inventer les lasers, comme les lampes à LED. Les exemples existent par milliers. Aussi efficace qu'elle soit pour décrire le réel à petites échelles, la physique quantique reste, de par sa nature, frustrante, car elle vous laisse un goût d'inachevé, de par l'immense et parfois impossible tâche que cela demande d'arriver à se la représenter. Et pour finir cette vidéo en beauté, j'aurais voulu vous parler du fascinant phénomène d'intrication et de ces expériences qui montrent que deux électrons séparés de plusieurs milliers de kilomètres peuvent, tels des sortes de télépathes, s'influencer instantanément. Sauf qu'après avoir littéralement passé 2 jours à retourner le problème dans tous les sens, à aucun moment je ne suis arrivé à rendre compte de la magie de la démonstration, au point de finir par abdiquer. Se tenir face à la physique quantique, c'est parfois être devant un monument d'efficacité et aux contours mystérieux, non pas au sens de l'incompris, mais d'un monument construit dans un paysage fou, que l'on devine splendide et flou, et qui demanderait pour être peint à sa juste valeur, de savoir parler le langage de ses habitants, les mathématiques. Mais je n'ai personnellement à disposition comme arme que des mots, qui trouvent là leurs limites et viennent se fracasser sur l'immense étrangeté de ces petites choses auxquelles j'ai osé m'attaquer sans disposer de toute la puissance et la capacité d'abstraction de ces outils mathématiques. Peut-être les seules béquilles permettant de continuer d'avancer dans ce paysage quand on est allé trop loin. Peut-être le seul moyen d'accéder à des phénomènes aussi éloignés de nos sens communs. Et à force d'arpenter ces chemins sinueux sans cette arme, sonnés par ces étranges particules qu'on y a croisées, j'ai fini par perdre de vue l'horizon, par m'égarer. Au point de voir le sol de la réalité que je pensais connaître se dérober sous mes pieds, avant de finir comme écrasé par la masse minuscule de ces particules subatomiques, dont le comportement m'a littéralement laissé KO. Et je me dis que tout compte fait, j'aime bien, je crois, l'idée que le mot de la fin soit finalement celui d'une délicieuse frustration, d'une nature qui se refuse à moi, et peut-être un peu aussi à vous. Désolé. Et parce que vous êtes toujours là et que 250 pages valent toujours plus qu'une vidéo, je me permets de vous recommander chaudement la lecture de La Quantique autrement du physicien Julien Bobroff, un ouvrage auquel cette vidéo doit beaucoup. Ce bouquin est trop bien. Et nombre des animations que je vous ai présentées ici proviennent du super site que Julien et son équipe ont réalisé pour rendre accessible la quantique. C'est une superbe porte d'entrée et vous y trouverez quantité de contenu pédagogique pour aller encore plus loin à la découverte de ce monde.